Aujourd'hui, on va parler du revenu universel. Alors, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais toujours de façon un peu concise et superficielle. Mais là, on va en parler de façon un peu plus détaillée. Bon. Alors, jusqu'à récemment, il y avait un candidat à l'élection présidentielle américaine dont le programme était basé sur le revenu universel, un certain Andrew Yang. Il a récemment mis fin à sa campagne car il ne décollait pas dans les sondages. Ce que je trouve très dommage, car c'était le seul candidat qui prenait au sérieux la révolution technologique en cours. Et quand on y pense, c'est assez flippant que les autres candidats ne s'intéressent pratiquement pas à ce sujet. Mais bref. Toutefois, pour ce qui est de populariser l'idée du revenu universel aux États-Unis, ça semble être une réussite. En effet, aujourd'hui, 66% des électeurs démocrates sont favorables au revenu universel. Et ça monte à 72% pour les moins de 35 ans. Voir lien dans la description. Et donc, juste avant sa campagne, Andrew Yang avait écrit un livre sur le revenu universel, The War on Normal People, qui reste toujours d'actualité. Et sur son site de campagne, il y a une FAQ sur le revenu universel, que je trouve assez complète et plutôt bien faite, et qui synthétise assez bien les points importants du livre. Et donc, avant que ce soit supprimé, je vais vous faire une version remixée à ma sauce de cette FAQ. Pour les sources, voir dans la description. Alors, avant d'aller plus loin, je précise quand même que je ne suis pas un inconditionnel absolu du revenu universel. Je ne prétends pas que c'est forcément la bonne solution. On pourrait peut-être imaginer d'autres solutions. Mais c'est l'une des solutions les plus documentées à ce jour, et il y a des arguments assez solides en sa faveur. Et dans tous les cas, attention aux phrases compliquées, si on considère qu'il y a une probabilité non négligeable pour qu'une fraction non négligeable de la population se retrouve mise sur le carreau par la révolution technologique, ce qui me semble être une hypothèse assez raisonnable, eh bien ça vaut le coup de réfléchir à tout ça. Et donc sans plus attendre, voici la FAQ du revenu universel. Bon alors déjà, de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien on parle de donner 1000$ par mois à vie à tout citoyen adulte qui en ferait la demande. Donc peu importe que vous travailliez ou non à côté, vous recevrez 1000$ par mois quoi qu'il arrive, sans aucune condition. Alors pourquoi implémenter cette idée saugrenue? Eh bien principalement pour faire face à la révolution technologique en cours. En 2015, l'automatisation avait déjà détruit plus de 4 millions d'emplois aux États-Unis, et cela pourrait concerner jusqu'à un tiers des emplois dans les 12 prochaines années. Comme on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, le chômage est un indicateur très trompeur, car il ne prend pas en compte les gens qui ont complètement renoncé à chercher du travail, tant ils sont désespérés. Et des gens comme ça, il y en a de plus en plus aux États-Unis. Un indicateur plus parlant, c'est le taux de participation à la force de travail, c'est-à-dire le pourcentage de gens en âge de travailler qui ont effectivement un emploi. Et aujourd'hui, aux États-Unis, ce taux est tombé en dessous de 63%, le plus bas depuis plusieurs décennies. Et ce n'est que le début. Par exemple, imaginez ce que va signifier l'arrivée des camions autonomes pour les chauffeurs routiers américains, qui sont plus de 3 millions, sans parler des 12 millions de travailleurs qui les assistent quotidiennement dans les stations-service et les motels. Et donc, ce serait pas mal que tous ces gens aient un coussin de sécurité mensuel garanti, histoire de ne pas sombrer dans la misère, le désespoir ou la criminalité. Bon alors, c'est bien joli tout ça, mais qui c'est qui va payer, hein? Bon, avant toute chose, il faut rappeler que les États-Unis sont l'un des pays les plus riches au monde, mais aussi un pays très inégalitaire. Beaucoup plus que les pays européens par exemple. Donc globalement, non seulement il y a du fric, mais en plus, il y a une très très grosse marge de progression. Et donc, l'idée principale d'Andrew Yang était de mettre en place une TVA de 10%. Car oui, il n'y a actuellement pas de TVA aux États-Unis, contrairement à plus de 80% des pays dans le monde. Pour comparaison, la TVA moyenne dans les pays européens est d'environ 20%, soit le double. Et dans les pays européens, la proportion de gens qui vivent dans une situation de grande misère sociale est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. L'avantage de la TVA, c'est qu'elle touche tous les produits, et qu'il est donc très difficile d'y échapper avec des montages financiers sophistiqués, un domaine dans lequel les grosses entreprises sont devenues expertes. Et on pourrait également envisager des taxes sur le carbone ou les transactions financières, ce qui réduirait par ailleurs l'excès de spéculation. Bon, et à part la TVA, il y a aussi l'idée de rendre le revenu universel opt-in, c'est-à-dire les gens auront le choix entre garder leurs aides sociales actuelles, mais qui ont souvent tendance à devenir un cauchemar administratif, ou bien avoir 1000$ par mois garantis quoi qu'il arrive. Donc si jamais il y a des gens qui préfèrent l'ancien système, eh ben ils peuvent rester sur l'ancien système, mais l'idée c'est que comme ce système est souvent très anxiogène et inefficace et culpabilisant, eh bien beaucoup de gens préféreront switcher vers un revenu mensuel garanti. Ce qui permet d'avoir une vision claire de ses rentrées d'argent et de ne pas risquer de passer plusieurs mois sans aucune source de revenus. Les gens qui sont au RSA comprendront de quoi je parle. Mais un revenu universel permettrait également d'économiser beaucoup d'argent indirectement. En effet, quand les gens sombrent dans la misère sociale, cela peut avoir un coût très important pour la société. Hospitalisation, incarcération, services aux sans-abri, etc. Un exemple assez hardcore de ça, c'est la crise des opioïdes aux États-Unis, qui est clairement un symptôme de la misère sociale. A l'inverse, si les gens avaient une sécurité financière minimale, ils pourraient plus facilement éviter la salle des urgences, la prison ou la rue, et jouiraient très probablement d'une meilleure santé mentale. Andrew Yang estime que cela permettrait d'économiser jusqu'à 200 milliards de dollars par an aux États-Unis. C'est beaucoup d'argent. Et des études montrent que, pour 1000$ donnés à des parents pauvres, on peut gagner en retour jusqu'à 7000$ en économie de frais sociaux et en croissance économique. Par ailleurs, d'après le Roosevelt Institute, le pouvoir d'achat résultant d'un revenu universel pourrait créer plus de 4 millions de nouveaux emplois, et plus de 1000 milliards de dollars de croissance économique. Autre avantage, le revenu universel évite le phénomène de la trappe à pauvreté. Dans le système actuel, si on touche des aides sociales, et qu'on accepte un nouveau boulot, eh ben on perd ses aides sociales. Mais si on perd ce nouveau boulot, il faut parfois attendre plusieurs mois pour récupérer ses aides sociales. Vive la bureaucratie. Et du coup, pour beaucoup de gens très
ultra pauvre, eh bien, il devient risqué d'accepter un nouvel emploi, parce qu'il pourrait se retrouver au final avec moins d'argent que s'il n'avait pas accepté, voire ne plus réussir à payer leurs factures. Mais avec un revenu universel, tout ce que vous gagnez avec un emploi vient en plus de ce revenu universel. Donc, il n'y a plus aucun risque à accepter un nouvel emploi. Et par ailleurs, cela évite la situation très frustrante des emplois à plein temps qui payent à peine plus que les aides sociales. Autre avantage, moins de bureaucratie. Pas besoin d'avoir une armée de fonctionnaires pour fliquer les bénéficiaires d'aides sociales, ce qui coûte parfois plus cher que les aides sociales en question. En plus de stresser les bénéficiaires et de les pousser à adopter une attitude passive et défensive. Autre avantage, le revenu universel encourage l'entrepreneuriat. Par exemple, si on lance sa petite entreprise et qu'on se plante magistralement, on va pas non plus se retrouver à la rue. Du coup, ça encourage la prise de risque et l'innovation. D'après le Roosevelt Institute, ça pourrait résulter en plus de 12% de croissance économique, un chiffre dont même Emmanuel Macron n'ose pas rêver la nuit. Autre avantage, le revenu universel améliore la santé mentale, car le stress financier, la peur de ne pas réussir à boucler les fins du mois, cela rend les gens moins intelligents et moins gentils. Si, vraiment. Il y a même une étude qui montre que ça équivaut à perdre environ 13 points de quotient intellectuel. Et ça augmente la fréquence des comportements autodestructifs, des violences conjugales, de l'anxiété et de la dépression, et les symptômes physiques qui vont avec. Mais avec un revenu universel, quoi qu'il arrive, on a la garantie de pouvoir payer la nourriture, le loyer et les factures de base. Et ça, c'est un énorme soulagement, qui permet de se projeter plus sereinement dans l'avenir, et d'être plus zen, et d'avoir des projets, etc. Une expérience de revenu universel au Canada a par exemple réduit de 8,5% le taux d'hospitalisation. Autre avantage, le revenu universel encourage la production artistique, la participation à des associations caritatives et l'attention portée aux gens que l'on aime, vu que l'on n'est plus obligé de travailler à plein temps pour survivre. Et en passant, c'est également une reconnaissance financière du travail non rémunéré, mais non moins essentiel à la société que font de nombreuses femmes au foyer. Autre avantage, fluidifier le marché du travail. En gros, avec un revenu de base, on aura moins tendance à rester dans un boulot que l'on déteste, juste parce qu'on a besoin d'une source de revenus. Et cela incitera les employeurs à proposer des emplois avec un plus haut niveau de satisfaction, par opposition aux fameux bullshit jobs actuels. Autre avantage, ne pas rester coincé dans des relations de couple abusives juste parce qu'on a besoin d'argent. Bref, ça fait pas mal d'avantages. Alors, une crainte qui revient souvent, c'est est-ce que ça va remplacer la retraite, les pensions d'handicapés, l'assurance médicale pour les accidents graves, ce genre de trucs? Eh bien, dans la version proposée par Andrew Yang, non. Tous les calculs que j'ai évoqués plus haut prennent en compte le fait que le revenu universel ne va pas remplacer tout ceci. Bon, mais est-ce qu'il y a des preuves, ou du moins des éléments de preuve, que le revenu universel fonctionne? Eh bien, oui. Ça semble même être l'une des façons les plus efficaces de réduire la pauvreté. Dans les expériences menées jusqu'à présent, les gens n'ont pas dépensé leur revenu de base en drogue ou en alcool, ils n'ont pas cessé de travailler, et ils n'ont pas fait davantage d'enfants. Oui, c'est une crainte que les gens ont. C'est même plutôt l'inverse qui s'est passé. Depuis 1998, il y a eu plus de 400 papiers de recherche publiés sur le sujet. Et il y a eu plus de 30 expérimentations de transfert d'argent direct dans les 50 dernières années. Par exemple, au Canada, où ça a réduit les hospitalisations sans affecter la quantité de travail, ou en Namibie, où ça a réduit le crime, le décrochage scolaire et amélioré la santé. Mais d'où vient cette idée au fait? Eh bien, elle vient d'assez loin, mais elle a failli être mise en place sous, attention, surprise, Richard Nixon, ouais, le type du Watergate, qui était pourtant un président de droite dur. Mais cette mesure a été rejetée au Sénat parce que les démocrates souhaitaient que le montant soit plus élevé. Et résultat, 50 ans plus tard, il n'y a toujours pas de revenu universel. C'est super. Ce qui fout un peu les boules quand on y pense. Prenez 30 secondes pour imaginer à quel point le monde pourrait être radicalement différent si cette mesure était passée en 1970 et que les États-Unis avaient montré la voie au reste du monde. En tout cas, à l'époque, 1000 économistes ont signé une lettre affirmant que c'était la bonne chose à faire pour l'économie. Et voici une citation de Martin Luther King. « Je suis à présent convaincu que l'approche la plus simple sera également la plus efficace. La solution à la pauvreté est de l'abolir directement avec une mesure qui est à présent largement discuté, le revenu garanti. » Et aujourd'hui, des gens comme Barack Obama, Elon Musk ou Mark Zuckerberg disent ouvertement qu'il faudrait explorer cette idée. Question suivante, est-ce que ça ne va pas créer de l'inflation? Eh ben, le gouvernement américain a récemment imprimé 4000 milliards de dollars pour sauver les banques. Et même ça n'a pas vraiment causé d'inflation. Et ici, il ne s'agit même pas de faire tourner la planche à billets, juste d'utiliser de l'argent qui se trouve déjà dans l'économie, ce qui a priori ne cause pas d'inflation. Après, il reste possible que certaines entreprises augmentent leurs prix en réponse au fait que les gens aient davantage de pouvoir d'achat, mais clairement pas au point d'annuler le pouvoir d'achat en question. Et si les gains de productivité permis par l'automatisation sont couplés à une concurrence saine, cela devrait faire globalement baisser les prix. En fait, les secteurs où il y a de l'inflation aujourd'hui aux États-Unis, ce sont ceux où il y a du capitalisme de connivence, comme par exemple le secteur de la santé, ce qui donne parfois lieu à des prix absurdement élevés, ou encore l'éducation ou le logement. Et ça, malheureusement, c'est un autre problème. Question suivante, est-ce que les gens ne vont pas utiliser leur revenu de base pour acheter de la drogue, ou de l'alcool, ou d'autres trucs stupides? Eh bien, ce n'est pas ce que montrent les diverses études qui ont été menées jusqu'à présent. Dans la plupart des études, il n'y a aucune augmentation de la consommation de drogue ou d'alcool. En fait, beaucoup de gens profitent de cette micro-stabilité financière pour réduire leur consommation d'alcool. En Alaska, où il y a une sorte de mini-revenu universel basé sur le pétrole, les gens ont tendance à utiliser ça pour l'éducation de leurs enfants. L'idée que les gens pauvres vont utiliser de l'argent supplémentaire n'importe comment semble être un cliché infondé. Ce qui pousse les gens pauvres à l'alcoolisme ou aux dépenses stupides, c'est plutôt le stress de la précarité financière. Ben oui, quand on sait pas trop comment on va payer les factures à la fin du mois, ça peut donner envie de fuir dans l'alcool ou dans les jeux d'argent, voire pire.
Mais la stabilité financière offerte par un revenu universel tend justement à être un antidote à ce genre de comportement. Question suivante, est-ce que les gens ne vont pas s'arrêter de travailler? Là encore, plusieurs décennies de recherche ont montré que les seules personnes qui travaillent moins dans ces conditions sont les jeunes mamans et les enfants à l'école, ce qui améliore leurs résultats scolaires en passant. Par ailleurs, dans certains cas, les gens se mettent alors à travailler davantage. Question suivante, et qu'est-ce qu'on fait des variations du coût de la vie? Par exemple, la vie coûte beaucoup plus cher à New York qu'au milieu de la campagne. Alors oui, mais justement, si les gens sont prêts à payer des loyers exorbitants à Paris ou à New York, c'est parce que c'est là que se trouvent les emplois qui payent bien. Mais si le travail n'est plus une obligation, alors il n'y a plus non plus d'obligation à habiter dans une très grande ville. Ce que beaucoup de gens ne font pas vraiment par plaisir en passant. Surtout lorsqu'il faut s'entasser dans des micro-appartements à 3 milliards d'euros le mètre carré. Cela permettrait justement de désengorger les grandes villes et de dynamiser l'économie dans les petites villes ou à la campagne. Et de rendre ces endroits plus attractifs. Bref, moins de bouchons, plus de pognon. Question suivante, mais pourquoi donner un revenu de base à absolument tout le monde? Est-ce que Bill Gates a vraiment besoin de 1000 $ par mois? Eh bien, Bill Gates, par exemple, il va payer beaucoup plus que 1000 $ par mois à travers la TVA à 10%. Bon ok, mais du coup pourquoi lui donner de l'argent, puis le lui reprendre indirectement? Eh bien pour deux raisons. Déjà, ça enlève le stigmate social qu'il y a à recevoir de l'argent du gouvernement. L'idée que vous êtes un assisté, un parasite. Mais si tout le monde a un revenu de base, ça devient beaucoup plus acceptable socialement. Et par ailleurs, ça évite les petits calculs fiscaux qu'on pourrait être tenté de faire pour rester dans une fourchette de revenus qui permet d'avoir telle ou telle aide de l'État, bref, tout le bordel administratif actuel. Question suivante, pourquoi ne pas juste reformer les gens qui vont perdre leur métier? Eh bien, les données indiquent que ça ne fonctionne pas très bien à grande échelle. Suite à un programme fédéral de reformation, seulement 37% des gens ont trouvé un travail en lien avec leur formation. Dans le Michigan, la moitié des gens qui ont perdu leur emploi entre 2003 et 2013 n'ont tout simplement pas retrouvé d'emploi. Et la plupart de ces gens sont d'un âge assez avancé, ont des problèmes de santé, et n'ont plus l'énergie ou la motivation pour se reformer. Et les employeurs préfèrent de toute façon des candidats plus jeunes, sans famille à charge, et qui acceptent de très bas salaires. Mais même si ça marchait bien, le monde change tellement vite que le temps qu'on ait fini sa reformation, le métier pour lequel on a été formé ne sera plus forcément pertinent. Question suivante. Bon ok, mais est-ce que c'est pas encore un petit peu tôt pour ça? L'automatisation radicale, tout ça. Eh bien, si on attend de se retrouver devant le fait accompli, ça risque de très mal se passer. Par exemple, la réforme de santé de Barack Obama a pris plus de 7 ans pour être finalement mise en place. Donc, si on prend au sérieux la tendance à l'automatisation, mieux vaut s'y prendre un peu en avance, plutôt que de subir une grosse crise économique et sociale de plein fouet. Parce que là, on risque de réagir dans l'urgence et de faire n'importe quoi. Question suivante. Est-ce que ça ne va pas créer une immigration massive vers les États-Unis? Eh bien, la nationalité américaine est déjà l'une des plus demandées au monde. Et il faut plusieurs années pour l'acquérir. Du coup, quoi qu'on pense de l'immigration, ça ne va pas changer grand-chose à la situation actuelle. Dernière question, est-ce que ça ne va pas juste avoir pour effet que les employeurs vont, moins payer leurs employés? Encore une fois, l'idée ici, c'est que travailler ne sera plus une question de survie. Du coup, si les conditions de travail ou le salaire ne sont pas assez intéressants, rien n'oblige à accepter un travail, ce qui donne un beaucoup plus gros pouvoir de négociation aux employés. Et en passant, les métiers les plus pénibles devront alors avoir un salaire qui correspond réellement à leur pénibilité. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous renvoie à la vidéo de la chaîne Eureka sur le revenu universel, qui explique que ça permettrait justement à l'économie de fonctionner, comme elle prétend fonctionner aujourd'hui justement. J'ai mis le lien dans la description. En gros, la théorie économique classique suppose implicitement qu'on peut choisir ou non de travailler, tout comme on choisirait des pommes ou des bananes au supermarché. Mais aujourd'hui, clairement, la plupart des gens ne choisissent pas de travailler, car c'est une question de survie pour eux. Mais si le travail devient facultatif, eh bien là alors on pourra vraiment parler de libre marché qui s'autorégule, tout ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'œuvre du poète et dramaturge Andrew Yang. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et parlez-en pendant vos repas de famille.